Amis internautes, bonjour. Le titre de notre émission aujourd'hui, les utopies moteurs de l'histoire. Les utopies moteurs de l'histoire, c'est le thème qui a été défini cette année pour les 3e rendez-vous de l'histoire de Blois, qui se sont tenus les 13, 14 et 15 octobre de l'an 2000. Alors, ces rencontres ont réuni des historiens, des éditeurs, beaucoup de participants, et nous allons les découvrir. Mais nous allons poser tout de suite une question à Claude Pentier. Pourquoi Passer Présent s'est rendu au 3e rendez-vous de l'histoire à Blois. Présent avait envie de se rendre à Blois pour ce 3e rendez-vous de l'histoire, et c'est un moment qui s'impose. Le premier rendez-vous de l'histoire avait déjà été une première réussite, et là cette année le thème des utopies correspondait assez bien au thème que nous traitons dans le cadre de l'émission de Canal Web. Les utopies en général, 19e siècle, 20e siècle, le féminisme est-il une utopie, le communisme est-il également une utopie, la pédagogie, voilà des thèmes qui pour nous étaient tout à fait au cœur de nos préoccupations. Et le salon du livre de Blois, c'est d'abord des auteurs qui viennent dédicacer des livres dans le cadre d'un salon, mais les rendez-vous de l'histoire, ce sont aussi des lieux pour toute la partie internet, nouveaux médias. Ce sont des lieux de colloques et de débats très fréquentés par à la fois les profs d'histoire, géographie et la population régionale. Par exemple, il y a des amphithéâtres qui sont remplis de 400 à 500 personnes avec des débats passionnés et passionnants, puis une série de petites conférences. Nous sortons par exemple là d'une conférence qui a été donnée sur les jugements de l'histoire avec René Raymond dans un petit café littéraire. Je ne savais pas qu'il y avait ce grand maître qui était parmi nous à cette heure-ci. Mais bienvenue à Blois, bienvenue à Blois, monsieur le ministre. 81, Alain Bombard passait ici, et il avait constaté que des bulldozers enserraient la halle au grain et s'apprêtaient à la détruire. Alors il m'a mis un petit mot, fait quelque chose, et je crois me souvenir que c'était mon premier acte de ministre, protéger un monument. Comment ça va? Très bien, monsieur. Vous avez été remarqué là? Eh ben oui. Vous ne repartirez pas les mains vides. Vous ne repartirez pas les mains vides, et c'est vraiment avec plaisir qu'on vous offre ces 3 ouvrages. Merci beaucoup. Aider en son temps ce qu'on a appelé le métron. Vous savez ce que c'est? Oui, parce que j'ai travaillé avec Jean Métron. Voilà, alors par conséquent, au moins j'aurais contribué à l'histoire sociale en soutenant une entreprise qui était abandonnée de tous. Donc j'ai quelques petites lumières sur l'histoire sociale. Alors une des premières questions que nous avons posées aux organisateurs est pourquoi avoir choisi l'utopie comme thème de ces rencontres?
Mais l'utopie fabrique l'histoire, forge l'histoire, parce que l'utopie est inscrite dans l'histoire et par ailleurs elle fait agir les hommes. Donc elle est dans le mouvement de l'histoire. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un intérêt nouveau par les jeunes historiens sur ces espoirs, sur ces projections qui n'ont pas réussi toutes, bien entendu. Pour l'essentiel d'ailleurs, elles ont échoué du point de vue de la projection, mais l'espoir porté par ces doctrines, l'espoir porté par ces interprétations des doctrines font agir les hommes. Il est complètement normal que les individus, tout simplement, qui deviennent sujets de leur propre cause ou sujets de l'histoire elle-même, projettent vers l'avenir, tout simplement, quelque chose d'autre s'ils sont insatisfaits du présent. L'utopie, si on la prend comme simplement le rêve d'un monde meilleur, que ce monde meilleur soit sur Terre ou dans un ailleurs, quel qu'il soit au demeurant, ce rêve d'un monde meilleur a toujours mis en mouvement des masses considérables de gens pour le meilleur et pour le pire. Et beaucoup des grands mouvements de l'histoire sont basés sur une idée que l'on veut mettre en œuvre et mettre en pratique, et ces idées naturellement ont toujours généré les plus grands mouvements historiques. Donc en effet c'était un sujet à la fois évident et nécessaire. Il y a des utopies qui projettent des sociétés sans inégalité. Fourier, par exemple. Fourier imagine un phalanstère où les hommes et les femmes seraient égaux dans le travail, chacun faisant ce pourquoi il est fait, mais ce qu'il a envie de faire. Une femme peut très bien aller faire la chasse et un homme faire la cuisine. Bon. Et puis également une grande liberté amoureuse, les femmes pouvant choisir leurs amants si elles le souhaitent, exactement comme les hommes le faisaient, alors que tout le monde trouvait ça évidemment tout à fait ordinaire. Donc il y a eu là des utopies intéressantes sur la question de l'égalité entre les sexes, et à partir de ce moment-là, on n'a pas cessé d'imaginer des solutions. Les féministes, évidemment, qui se développent à partir du 19e siècle, prennent à bras le corps la question de l'égalité entre les sexes. Elles commencent d'ailleurs par demander surtout l'égalité des droits, sans toujours oser imaginer une société complètement égalitaire, tellement ça leur paraît difficile. Elles essaient de manière pragmatique de grignoter le terrain de l'inégalité. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, avec la parité, nous reconstruisons un projet peut-être utopique, mais l'utopie est un projet moteur de l'histoire pour avoir une société où les partages entre les hommes et les femmes soient égaux, de plus en plus égaux. Voilà ce que nous traitons à Blois. Moi, franchement, je ne pense pas que les utopies soient le moteur de l'histoire. Je pense que c'est le mouvement social qui est le moteur de l'histoire. Et quand un réformateur mécontent de la réalité se met à bâtir une utopie, c'est précisément parce qu'il a été incapable de susciter un mouvement social en faveur de ses idées. Donc l'utopie dit quelque chose par rapport à la difficulté de réformer, et c'est en quelque sorte l'image en creux d'un réel dont elle est la critique. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui encore les peuples ont besoin d'utopie pour croire en l'avenir ? Au sens large, oui, bien sûr, ça veut dire rêver à un monde meilleur, se battre constamment pour que les valeurs auxquelles on croit soient plus honorées et que celles que l'on déteste soient moins servies, oui, bien sûr. Si vous entendez l'Icari, la définition d'un monde précisé jusque dans les détails, où on vous assigne tous les humains une place spécifique, alors ça devient très vite, ça bascule très vite dans l'horrible, dans l'affreux, dans le vrai danger. Et au fond, dans toute rencontre parlant de l'utopie, on est toujours ballotté entre l'optimisme, la vision positive, c'est-à-dire servons-nous de l'utopie comme un effort, un peu comme Sisyphe remonte son rocher pour arriver toujours vers le mieux, ou bien est-ce qu'on se laisse enfermer dans un monde infernal, chacun étant à sa place, indéfiniment surveillé par les autres, indéfiniment transparent à soi-même? Ça, c'est horrible. Utopie, c'est toujours assez négatif. C'est-à-dire que utopie, on n'y arrivera jamais, puisque c'est l'endroit qui n'a pas de lieu.
j'aurais plus aimé ambition ou rêve ou projet ou des choses comme ça, parce que c'est ce qui manque énormément. Et c'est vrai qu'après avoir été peut-être un peu naïf dans des grandes croyances politiques ou imprudent, c'est vrai, quand on disait changer la vie, il fallait quand même être très naïf pour penser qu'on pouvait changer la vie. Mais la situation actuelle où la politique est au mieux gestionnaire et a comme idéologie le fait d'être honnête, ce qui est la moindre des choses mais qui n'est pas suffisant, je trouve ça d'un ennui formidable. Alors que je continue à croire que la politique c'est essentiel, mais ne doit pas simplement être une comptabilité. Problème de tempérament, j'ai un tel goût de la réalité que tout ce qui m'en détache me fait un peu peur. Alors l'utopie finalement me fait un peu peur, mais j'aime bien les utopistes parce qu'ils font avancer quand même les réalités. C'est horrible parce que je les utilise, quoi. Mais je suis pas le seul, je crois que beaucoup de gens sont comme ça. On admire les utopistes, on n'en est pas, on les admire et on essaie de les utiliser. Alors parmi les très nombreux débats qui ont été organisés à Blois, nous avons choisi d'assister au débat qui s'intitule « L'égalité entre hommes et femmes, est-ce une utopie ?» Participaient à ce débat Pauline Schmitt-Pantel, Michel Perrault, Elénie Varicas et Jean-Claude Kaufmann que nous écoutons. Le problème, quand on va dans le détail des 17 minutes, en présent 17 minutes, mais dans les 17 minutes, il y a 9 minutes uniquement sur le bricolage, qui est en même temps une activité un petit peu de loisir personnel, donc reste net 8 minutes, et ça sous-estime l'inégalité, parce que là on ne prend compte que le temps manuel. La question c'est pourquoi? Est-ce que les hommes sont abominables à ce point-là? Bon, ça les enthousiasme pas trop, faut dire le ménage, mais il y a je remarque une bonne volonté évidente et une progression dans ce domaine-là, plus des envies très profondes, notamment pour tout ce qui touche à l'enfant. Il y a un désir d'être un vrai père, etc., plus une certaine culpabilité de ne pas en faire plus. Donc, ils essaient. Surtout au tout début du couple. Alors aujourd'hui, alors il faut comprendre pourquoi. C'est très facile au début parce que le couple commence, on entre en couple un petit peu progressivement, aujourd'hui un petit pas, et au début il y a très peu d'activités ménagères. On peut les partager. On peut les partager, ça amuse même, on s'amuse, le jeune homme s'amuse à essayer un petit peu tout, il essaye le coup de balai. Si on étudie de très très près, dans le détail, on voit que le style est différent. Ça troublerait un psychanalyste, mais par exemple pour le balai, les hommes ont un style arrondi. On oublie un petit peu les points. Et alors cette différence de manière va jouer un rôle considérable par la suite. Je suis venu pour la journée, donc je vais passer un peu partout. Et vous intéressez à l'histoire spécialement? Pourquoi? Parce que vous êtes historien vous-même, ou qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis simplement chauffeur routier, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire du XXe siècle. De livre, la promotion, il n'y a pas de contradiction, c'est le titre exactement. Et vraiment le livre noir. Le livre noir. Je n'ai pas lu le livre noir, j'ai lu des articles sur le livre noir. Les articles et les discussions que j'ai eues avec des gens qui connaissaient un petit peu la problématique ne m'ont pas donné envie de le lire. C'est vrai qu'il manque quelque chose. Et je suis assez mal placé pour critiquer cet ouvrage. Ce que je peux critiquer, c'est la tournure du débat d'hier, qui n'était pas du tout un débat, qui était vraiment, on va dire, une discussion de bon ton entre personnalités très célèbres et très connues qui étaient absolument d'accord sur tout, et où la contradiction n'existait pas, où la complexité de la problématique n'était en aucun cas mise en évidence. Et j'étais extrêmement déçu par ce beau débat qui alignait des si belles personnalités qui n'entraient pas dans le problème. Le livre noir du communisme fait état de la violence physique dans un certain nombre de ses dimensions dans le système communiste. Je dirais que dans notre travail, non seulement nous reprenons les acquis
de la connaissance que nous avons aujourd'hui de l'étendue de la violence physique, de la diversité de ses formes dans le système communiste. Mais en plus, en fond, on y rajoute quelque chose qui est la violence symbolique. Violence symbolique que subissent, dans une certaine mesure, les militants communistes eux-mêmes, lorsqu'ils pénètrent dans cet appareil politique qui progressivement va refaçonner leur personnalité. C'est un des enjeux de tout le travail que nous faisons avec Claude Pelletier, lorsque nous étudions la manière dont ces cadres communistes ont été sélectionnés, promus, ont été éduqués, formés dans les écoles du parti, dont on les a contraints parfois à des autocritiques, à des aveux. Tout notre travail consiste à essayer de prendre toute la mesure d'une violence symbolique qu'ont subi les militants ouvriers en croyant dans une certaine mesure bien faire, c'est-à-dire en s'imaginant que c'était le prix à payer, ou en tous les cas que c'était la seule voie possible pour accéder à la lutte, et à une lutte qui par ailleurs avait sa légitimité, qui est une lutte contre les différentes formes de domination économique, sociale, etc. etc. Plusieurs prix ont été remis au cours des rendez-vous de Blois. Le prix du roman historique attribué au livre Le Seul Amant d'Éric Deschaux et Jean-Claude Lattès, édité au Seuil. Le prix du scénario historique attribué au film, au scénario plutôt, le film n'est pas encore fait, Frères ennemis, les ralliés d'Indochine, 300 soldats français qui ont rallié les troupes d'Ho Chi Minh au moment de la guerre d'Indochine, et enfin le prix Augustin Thierry qui a été attribué au livre L'Afrique des Grands Lacs, 2000 ans d'histoire, à l'historien Jean-Pierre Chrétien, édité chez Aubier. Et nous allons entendre dans quelques instants justement Jean-Pierre Chrétien. L'utilisation de à la fois de ce thème d'invasion de gens venus du Nord, de différences ethniques, voire même de différences ethniques traduites physiquement. Ça m'a beaucoup frappé en lisant le livre de M. Chrétien, de voir que, au contraire, les Hutus qui, eux, représentent... Alors je ne vous cacherai pas que ce prix était pour moi une surprise heureuse. Monsieur Chrétien, vous avez obtenu le prix Augustin Thierry à Blois. Est-ce que vous êtes satisfait de ce prix qui récompense aussi les utopies moteurs de l'histoire? Comment ne pas être satisfait d'un prix, mais je pense surtout qu'en l'occurrence, c'est un prix qui reconnaît l'existence de la recherche sur l'histoire de l'Afrique dans le monde universitaire français. Et ça fait déjà, disons, 3 décennies qu'on est un certain nombre à se battre pour une vision non ethnographique et historique de l'Afrique. En l'occurrence, il s'agit des Grands Lacs, mais j'ai des collègues qui travaillent sur d'autres régions. Donc je vois surtout dans ce prix la reconnaissance de l'ouverture d'un nouveau territoire pour les historiens. Pourquoi vous pensez que l'Afrique n'a pas été suffisamment reconnue dans le monde universitaire, peut-être? Non, je crois que c'était l'écho d'une vision plus globale de l'Afrique aux marges de l'histoire. Ça remonte à loin. Vous savez, depuis Hegel, on dit que l'Afrique est un continent hors de l'histoire. Donc, manifestement, l'évolution politique du monde a accompagné et aidé aussi cette nouvelle réflexion sur la dimension historique des sociétés africaines. Alors là, vous avez obtenu un prix pour l'Afrique des Grands Lacs, mais vous avez d'autres ouvrages qui sont exposés ici, au Salon du Livre. Oui, alors d'une part, ce livre sur l'Afrique des Grands Lacs, évidemment, fait une synthèse à partir de différents travaux, y compris d'autres travaux que j'avais publiés sur le Burundi. Mais par ailleurs, je travaille dans un laboratoire de l'Université de Paris 1 et nous avons organisé des colloques ou des ouvrages collectifs de réflexion, en particulier récemment sur le mémoire et histoire, sur les enjeux, les lieux de mémoire dans le cas africain, et d'autre part sur le débat idéologique autour de l'afrocentrisme, qui est un débat surtout américain actuellement, mais qui pourrait très bien se répandre aussi en Europe, qui concerne la place de l'Afrique dans l'histoire universelle, cette fois-ci sur un plan, je dirais, idéologique. L'Égypte noire, enfin ces thèmes sont quand même déjà connus, le fait que l'Afrique
l'Égypte aurait civilisé la Méditerranée avant les Grecs et les Romains, et attenant à cela le thème au fond d'une certaine étanchéité entre le travail des historiens noirs et des historiens blancs, chacun dans son domaine. Donc c'est un débat hautement politique et nous voulions faire le point là-dessus. Alors dans votre recherche, est-ce qu'il y a des historiens africains qui participent, qui travaillent avec vous? Mais, bien sûr, parce que d'une part, au Centre de recherche africaine de Paris 1, nous avons eu des étudiants africains qui maintenant sont devenus des collègues dans différentes universités. Moi-même, j'ai enseigné plusieurs années au Burundi où j'ai effectué des missions. Donc nous avons des relations avec des collègues qui viennent en France. Nous allons dans leur pays et lors des colloques, lors des ouvrages collectifs, nous pensons à eux et ça constitue une sorte de réseau. Et nous avons malheureusement conscience des difficultés beaucoup plus grandes qu'ils rencontrent par rapport aux nôtres sur le plan matériel et sur le plan politique et moral. Alors nous allons bientôt recevoir Jean-Pierre Chrétien dans notre émission de Passé Présent, mais nous tenons à remercier la municipalité de Blois et la direction des Rendez-vous de l'Histoire qui ont réservé un très bon accueil à l'équipe de Canal Web. Bonjour. De la rue Troyon à Paris cette fois, sans utopie, aucun jeune ne peut survivre dans une réalité horrible. C'est ce qu'écrit Ernesto Sabato dans un très beau livre qui s'appelle Avant la fin, et il fait référence à ce sujet, à sa jeunesse en Argentine, lorsque le dictateur Uruburu régnait. Ernesto Sabato faisait partie des groupes anarchistes et communistes qui essayaient de lutter contre l'injustice sociale à cette époque. Et grand physicien, il a obtenu une bourse pour venir travailler à Paris avec Marie Curie. Alors militant depuis 1984, Ernesto Sabato, président de la Commission nationale sur les disparus en Argentine, transmet un testament spirituel, on pourrait dire, aux jeunes, et il écrit « Seuls ceux qui se montreront capables d'incarner l'utopie pourront mener le combat décisif, celui dont l'enjeu est de recouvrer toute l'humanité que nous avons perdue. » Une autre citation, l'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été essayé. C'est une citation que je tire d'un livre de Théodore Monod qui nous a quittés il y a quelques jours. Et hier, le 28 novembre de l'an 2000, une foule considérable se pressait dans le temple de l'Oratoire du Louvre à Paris. Et on reconnaissait dans la foule des gens qui étaient venus lui rendre un dernier hommage un certain nombre d'autres utopistes. Je pense au professeur Albert Jacquard, qui milite pour qu'un jour l'éthique remplace le fric. Maître de Félix de la Ligue des droits de l'homme, qui milite pour que la même justice soit adressée à tous les peuples et à tous les individus. L'écrivain Jean Mallory, qui a défendu le peuple inuit, et aussi Françoise Davidoff, la fille de Jean Métron, notre maître à tous en histoire sociale et en histoire du mouvement ouvrier. Alors Théodore Monod, dans son dernier livre qui s'appelle Révérence à la vie, parle d'un autre utopiste que vous voyez derrière moi, qui s'appelle André Dupont, dit Aguigui Mouna. Un utopiste qui avait l'habitude de haranguer les foules parisiennes et qui avait été d'ailleurs amené dans un commissariat à la suite d'une manifestation pacifiste au moment de la guerre d'Algérie, amené dans un commissariat plus attaché avec Théodore Monod. Et Théodore Monod s'en souvient dans son livre avec beaucoup de nostalgie de cet homme qui a disparu, lui, l'année dernière, qui a été incinéré au Père-Lachaise le 18 mai 1999. Et Théodore Monod, d'ailleurs, à cette occasion, avait pris la parole. Nous avons l'enregistrement et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, nous le passerons dans Passé Présent. Alors Mouna concluait toujours ses harangues à la foule par un célèbre « Hi, vive l'utopie !» Et je ne peux m'empêcher de le pousser aujourd'hui, « Hi, vive l'utopie !» Et Jacques Lang, alors ministre de la Culture, avait décoré Mouna de la médaille des arts et lettres. Alors maintenant, la prochaine émission de Passé Présent sera dédiée à un autre utopiste qui s'appelle le Mahatma Gandhi. Un livre vient de lui être consacré par l'historien Claude Markowitz. Et je relève encore dans le livre d'Ernesto Sabato une citation au sujet de Gandhi. Ernesto Sabato écrit « Il faut se rappeler qu'il y a eu un homme dont la volonté est venue à bout de l'empire le plus puissant du monde avec une chèvre et une quenouille. Une issue possible est de promouvoir une insurrection à la manière de Gandhi,
avec des jeunes comme toi. Il s'adresse aux jeunes d'aujourd'hui. Une révolution de bras croisés qui ruine ce mode de vie où les banques ont remplacé les temples. Alors, cette émission s'achève, donc merci à toute l'équipe de Canal Web, à Philippe, à Emmanuel. Ciao, ciao les internautes.